Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo essentielle pour le bac qui va donc tourner autour du concept de liberté dans le discours de la servitude volontaire. Donc un vaste programme, une vidéo qui risque d'être peut-être un peu plus longue que les précédentes. Alors on va tout d'abord s'intéresser à ce qu'est la liberté pour la Boétie. Alors on peut en fait essayer de dégager trois axes par rapport à cette question. On peut considérer que pour la Boétie, la liberté est l'état naturel de l'homme, mais que c'est aussi une entité à reconquérir, et que c'est aussi le but et la motivation d'un combat, et du combat de tout homme, de tout être humain. Alors, on va d'abord s'intéresser à la première partie, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, la liberté pour la Boétie et l'état naturel de l'homme. Pour la Boétie, la nature qui regroupe à la fois le monde naturel et la nature humaine a fait les hommes libres et égaux. Et donc on retrouve ces citations dont je vous avais déjà parlé, l'idée que la nature nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit et nous a tous pétris de la même pâte. Donc cette idée d'égalité, d'une création qui ne crée pas de hiérarchie. Et on retrouve aussi cette idée que même s'il existe en effet des fois un rapport de supérieur à subordonné en quelque sorte, ou en tout cas une espèce de hiérarchie, il n'y a jamais d'esclavage. Si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle nous enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, mais non esclaves de personne. Donc par exemple, les parents peuvent en effet avoir une autorité sur les enfants, la raison doit nous gouverner, mais en aucun cas nous devons être serfs ou esclaves de quelqu'un. La liberté est aussi, et peut-être avant tout, un état que l'être humain doit reconquérir. Selon la Boétie, ce n'est pas seulement la liberté qui est naturelle, mais aussi le désir de la conserver coûte que coûte. Que dire encore? Que la liberté est naturelle et que, à mon avis, nous naissons non seulement avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre. Donc on retrouve bien cette idée d'une liberté innée et avec un désir de se battre pour elle. Néanmoins, pour désirer la liberté, il y a une condition qui est nécessaire selon la Boétie, c'est d'en avoir fait l'expérience. Je vous donne une autre citation, car la sentant vivement, l'ayant savourée et conservant son germe en leur esprit, la servitude ne pourrait jamais les séduire, pour si bien qu'on l'accoutera. Qu'on l'accoutera ici, ça veut dire pour si bien qu'on la déguisa. D'accord ? Et donc ça, ce sont des citations que vous pouvez trouver à la page 38 de votre édition. Je vous rappelle que c'est les éditions Actes Sud. Et il va citer comme exemple le peuple vénitien. Alors, je vous explique un petit peu. En effet, pour la Boétie, il ne comprend pas que les hommes puissent s'asservir volontairement, et donc il va d'abord donner des contre-exemples. Par exemple, il ne comprend pas la soumission du peuple juif à l'Égypte. Il fait là référence à l'Exode qui est mentionné dans l'Ancien Testament. Ni il ne comprend pas non plus la servitude des Ottomans face aux Grands Turcs. Et donc, face à ces contre-exemples, il va opposer un exemple positif, cette fois, qui est celui du peuple vénitien, dont il loue l'attachement à la liberté. Et en effet, on se rappelle que la Boétie est un auteur humaniste qui date donc de la période de la Renaissance, et à la Renaissance, le pays modèle, c'est l'Italie. Mais l'Italie n'a pas encore été unifiée au XVIe siècle. Ça arrivera d'ailleurs très très tardivement. Et ces grandes cités, les grandes cités italiennes, constituent finalement des sortes de micro-États, de cités-États, qui sont dominés par des familles nobles. Par exemple à Gênes, à Florence, avec l'ère des Médicis par la suite, et Venise qui a un gouvernement républicain. Et donc il dresse vraiment en exemple ce peuple des Vénitiens qui défend la liberté et refuserait de se soumettre à un tyran. Toujours dans cette idée que la liberté était un état à reconquérir, la Boétie, pour montrer que la liberté est naturelle et qu'il est antinaturel de ne pas vouloir la conserver et de ne pas se battre pour cela, va faire un parallèle avec les animaux qui dépérissent une fois qu'ils sont capturés.
On retrouve cette citation à la page 32-33. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent les comprendre, leur cri « Vive la liberté !» Il y en a plusieurs d'entre elles qui meurent sitôt qu'elles sont prises, comme le poisson qui perd la vie dès qu'on le retire de l'eau. Elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Et par la suite, il va passer en revue d'autres animaux qui là aussi refusent de se laisser asservir. Il prend l'exemple de l'éléphant, par exemple, qui, sur le point d'être capturé, va heurter sa mâchoire et casser ses défenses contre les arbres, parce qu'il n'a pas envie, en fait, c'est l'hypothèse de la Boétie, il ne veut pas que les chasseurs puissent exploiter son ivoire. Il prend ensuite l'exemple du cheval, cheval qui est un peu un exemple paradoxal, comme il l'explique, puisque l'homme est capable de dresser le cheval pour qu'il lui obéisse. Cependant, très naturellement, le cheval est capable de se rebeller, de mordre son frein, de ruer et d'envoyer valser éventuellement son cavalier. Par la suite, toujours à la page 33, il cite des vers de lui-même, alors des vers de la Boétie qu'on n'a pas retrouvés. Les bœufs eux-mêmes gémissent sous le joug, les oiseaux pleurent en cage. Donc tout ça pour montrer à quel point les bêtes ne peuvent se soumettre et vont montrer qu'ils protestent contre cette capture. Donc pour lui, l'homme devrait être capable de faire de même. Enfin, la liberté est aussi le but et la motivation d'un combat. Et vous pouvez donc retenir cette phrase dont on a déjà beaucoup parlé ensemble. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Donc si on se force, si on fait l'effort de ne plus obéir, eh bien, on va reconquérir sa liberté. On passe à une deuxième question. Qui sont les responsables de la perte de la liberté ? Alors, on peut encore une fois distinguer trois grandes directions, le tyran, les tyrannos et le peuple qui reste passif. On se concentre donc tout d'abord sur le tyran. Et la Boétie est assez moderne et originale parce qu'il va évoquer en fait différents types de tyrans. Au lieu de se contenter du cliché du tyran un peu antique, si vous voulez, il va évoquer différents aspects de la tyrannie qu'il va toutes regrouper. Et donc on a cette citation à la page 34, il y a trois sortes de tyrans. Je parle des mauvais princes, donc là cette phrase elle est importante. Je parle des mauvais princes, ça veut dire bien qu'ils s'attaquent à ceux qui abusent de leur pouvoir. Donc en aucun cas, on l'a déjà dit, mais je le répète, la Boétie n'écrit un texte qui est monarchomaque. C'est-à-dire il ne s'attaque pas du tout à la monarchie, il ne remet pas du tout cela en question. D'accord ? Il pense qu'il est possible qu'un roi soit bon et qu'il gouverne bien ses sujets. Je parle donc des mauvais princes, les uns possèdent le royaume par l'élection du peuple, les uns par la force des armes et les autres par succession de races. Donc on voit qu'il établit trois types de tyrans. Alors, le deuxième nous semble assez logique, par la force des armes, donc c'est-à-dire les rois conquérants, enfin les tyrans conquérants qui s'emparent par la force et par la guerre d'une contrée et qui s'autoproclament roi, empereur, tyran de cet endroit. Les autres par succession de races, donc là il évoque les tyrans héréditaires, d'accord ? Alors en cela, certaines monarchies fonctionnent déjà comme ça, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il critique la monarchie. Et par contre, on peut s'étonner puisqu'il nous dit que certains tyrans sont élus par le peuple et que même ceux-là, finalement, peuvent devenir des tyrans. Il ne considère pas que ce tyran élu par le peuple puisse être meilleur que les autres. Au contraire même, le pouvoir va pouvoir lui monter à la tête et va le rendre capable des pires vices. C'est ce qu'il nous dit à la page 35. Il est vraiment étrange de voir de combien il surpasse en toutes sortes de vices et même en cruauté tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas de meilleur moyen pour consolider leur nouvelle tyrannie que d'accroître la servitude et d'écarter tellement les idées de liberté de l'esprit de leurs sujets que, pour si récent qu'en soit le souvenir, bientôt ils s'effacent entièrement de leur mémoire.
Donc on voit que l'élection par le peuple ne protège pas de l'établissement d'un tyran qui va finir par abuser de son pouvoir. Dans tous les cas, selon la Boétie, aucun type de tyran n'est préférable à un autre. Il le dit, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Les élus du peuple le traitent comme un taureau à dompter, les conquérants comme une proie sur laquelle ils ont tous les droits, les successeurs comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient tout naturellement. J'attire votre attention ici sur les comparaisons qui sont établies et à chaque fois, le peuple finalement est animalisé puisqu'on a l'image du taureau, celle de la proie, et même s'il est question d'esclaves, il y a le terme de troupeau qui renvoie à cette idée encore animale où finalement le peuple asservi perd sa qualité d'homme en quelque sorte. Autre responsable de la perte de liberté, ce sont les tyrannos. Alors on en a déjà parlé aussi dans une autre vidéo. Pour la Boétie, la tyrannie, elle se maintient sur un système pyramidal fondé sur un réseau qui va mêler les privilèges, l'avarice, l'ambition, la corruption. Et il l'évoque notamment à la page 60-61 de votre édition. De même qu'au dire des médecins, bien qu'en notre corps rien ne paraisse gâté, dès qu'en un seul endroit quelque tumeur se manifeste, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse. Pareillement, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, se groupe autour de lui et le soutient pour avoir part au butin et être, sous le grand tyran, autant de petits tyrannos. Alors, cette citation, elle doit vous rappeler quelque chose parce qu'elle est issue d'un des textes bac que vous avez à préparer pour l'oral. On retrouve donc une comparaison ici qui établit un parallèle entre la maladie infectieuse qui va contaminer tout le corps et la tyrannie qui va, comme cette maladie contagieuse, se répandre dans tout le royaume. Et finalement, le tyran qui va abuser de son pouvoir va donner des privilèges à certains qui vont eux-mêmes du coup avoir un certain pouvoir et en abuser. Et en fait, le modèle du tyran se reproduit à plus petite échelle et c'est comme ça que ça se maintient. Enfin, troisième acteur qui est responsable de la perte de liberté, c'est le peuple qui reste passif. Je vous rappelle, c'est l'argument central du texte de la Boétie, la tyrannie se maintient car le peuple accepte d'obéir et de se soumettre. Je vous ai mis une citation parmi d'autres qui renvoie à cette idée. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leur lien. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge. Autre question que l'on va aborder désormais dans cette vidéo, c'est par quels moyens la liberté est-elle ôtée ? Alors, on peut encore une fois distinguer trois grands axes de réflexion, par les armes, par le divertissement, par la manipulation, c'est-à-dire les beaux discours et les fables. Alors, sur les armes, je ne vais pas m'attarder, on comprend bien en effet que si un homme prend le pouvoir par les armes, par la guerre, s'empare d'un pays, on est bien dans de la tyrannie et le peuple qui est donc captif de ce conquérant, eh bien, n'a plus de liberté. Tout parallèle avec des situations actuelles dans le monde, mais bien sûr, pure fiction. C'est de l'ironie. Donc, par contre, on va s'attarder davantage sur les deux autres aspects. Donc, tout d'abord, par le divertissement. Là aussi, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Mais on va essayer d'insister un peu plus et de rentrer dans les détails. En fait, la Boétie, il insiste sur le fait que les tyrans veulent abêtir leur sujet. Vous trouvez cette expression à la page 49 de votre édition. Et pour étayer son propos, c'est-à-dire pour prouver qu'il a raison, il prend l'exemple de Cyrus II le Grand, qui établit des maisons de débauche et de prostitution, des tavernes et des jeux publics, et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à se livrer à tous ces vices. Donc en fait, Cyrus II le Grand, pour éviter que les peuples qu'il a conquis se rebellent, va établir tous ces lieux de vice, de plaisir, de débauche, et finalement, le peuple va être endormi par ça, il ne va pas se rebeller. Il fait ça notamment chez les Sardes, et par extension, les Lydiens, de la Lydie, qu'il a également conquis, vont par eux-mêmes créer en fait ces formes de divertissement et vont se laisser, si vous voulez,
amollir, amoindrir, en s'oubliant dans ses jeux, dans ses fastes, dans ses vices. L'auteur énumère tout ce qui permettait aux tyrans, notamment dans l'Antiquité, d'endormir leurs sujets dans la servitude. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce. Vous voyez là l'importance du mot drogue, il y a cette idée finalement qu'on va un petit peu halluciner le peuple en lui offrant toutes sortes de divertissements. C'est-à-dire divertir, c'est détourner l'attention. Pendant ce temps-là, le peuple ne se préoccupe pas de politique. Et pendant ce temps-là, le peuple ne va pas se rebeller. Finalement, la Boétie montre combien ces divertissements ont pour but de rendre les sujets du tyran ignorants. On retrouve cette citation, ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal encore, que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images enluminées. Alors là aussi, on voit les termes très péjoratifs, encore une fois, l'adjectif abruti, l'adjectif amusé, l'adjectif vain qui montre l'inutilité de tout ce à quoi le peuple a le droit par le tyran. Le verbe éblouissait renvoie à cette idée encore une fois d'hypocrisie, d'artifice, et la comparaison au détriment du peuple, avec les petits enfants qui n'apprennent pas à lire s'ils se contentent de regarder des images. Donc là on voit qu'on offre des images, on offre du spectacle, on offre de la fiction et on endort le peuple de cette manière. Donc selon la Boétie, le peuple va ainsi se laisser aveugler parce qu'il croit être une forme de générosité de la part du tyran, alors que ces dons ne proviennent que de ses pièges précédents. Parce qu'en effet, le tyran va souvent présenter tous ces jeux, spectacles, etc. qu'il donne comme un don, comme une forme de générosité, alors que tout ça ne peut être financé que parce qu'il a déjà récolté auprès du peuple et souvent sans leur accord ou en tout cas en les spoliant. Donc on retrouve cette citation où la Boétie n'est pas tendre avec les sujets qui se laissent asservir. Les lourdeaux ne s'apercevaient pas qu'en recevant toutes ces choses, ils ne faisaient que recouvrer une part de leur propre bien et que cette portion qu'ils en recouvraient, le tyran n'aurait pu la leur donner si auparavant il ne l'eût enlevée à eux-mêmes. Dernier aspect, la manipulation. La Boétie, il insiste sur le fait que les tyrans usent de beaux discours pour asseoir leur pouvoir et obtenir la soumission du peuple. Je vous cite un autre passage, mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui, qui, avant de commettre leurs crimes, même les plus révoltants, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien général, l'ordre public et le soulagement des malheureux. Vous connaissez fort bien le formulaire dont ils ont fait si souvent et si perfidement usage. Donc on voit ici que le tyran va avoir des discours enjôleurs, hypocrites, menteurs, qui, certes, il se fait passer le tyran pour celui qui travaille pour le bien collectif, alors qu'il ne pense qu'à son intérêt personnel. Il cite alors quantité d'exemples de fables inventées par les tyrans pour assurer leur domination. Il évoque les rois d'Assyrie et les rois mèdes qui avaient tendance à retarder leur apparition devant le peuple pour se donner une aura de mystère quasi mystique. Il évoque aussi les premiers rois d'Égypte qui vont aussi là être très très astucieux pour scénographier leur entrée en scène. Et qui se présente souvent avec une branche de feu sur la tête, qui donne des formes étranges pour susciter l'admiration. Il évoque aussi l'orteil de Pyrrhus ou les miracles accomplis par Vespasien. Et alors, un petit peu plus loin, il est aussi très lucide sur les manipulations orchestrées par les rois de France. Néanmoins, il reste très prudent sur la véracité des miracles prétendus parce que voilà, il aurait peur de la censure et il ne veut pas non plus s'exposer à des foudres trop violentes. Donc il nous dit, page 57, « Nos tyrans à nous semèrent aussi en France, je ne sais trop quoi, des crapauds, des fleurs de lys, l'ampoule, l'oriflamme, toutes choses que, pour ma part,
Et, comme qu'il en soit, je ne veux pas encore croire n'être que de véritables balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps, nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner tels, ayant eu quelques rois si bons en la paix, si vaillants en la guerre, que, bien qu'ils soient nés rois, il semble que la nature ne les ait pas faits comme les autres, et que Dieu les ait choisis avant même leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Donc voilà, on voit qu'il est très très prudent et qu'il estime que les rois de France n'ont pas fait n'importe quoi et que peut-être donc les miracles qu'on raconte autour de leur règne ne soient pas totalement faux. Autre question qui est abordée dans le texte de la Boétie, c'est comment défendre la liberté. Encore une fois, 3 axes pour répondre à cette question, par l'éducation, par l'amitié fondée sur le respect mutuel et par une prise de conscience. Alors l'éducation joue en effet un rôle fondamental selon la Boétie pour contrer la tyrannie et dans le but de défendre la liberté. Ainsi, la Boétie compte sur ceux qui ont l'esprit droit et rectifié par l'étude et le savoir pour défendre la liberté si elle était entièrement perdue et bannie de ce monde. Vous retrouvez ces passages à la page 44. Et la Boétie rappelle que les tyrans ont d'ailleurs tendance à faire en sorte que le peuple ne soit pas cultivé et qu'il soit abéti. Ainsi, à la page 44 toujours, vous avez la référence au Grand Turc qui va interdire certains livres, qui va interdire certains savants, afin que l'intelligence ne soit pas propagée au sein du peuple et pour mieux assurer sa domination. Autre aspect qui peut permettre de défendre la liberté, c'est l'amitié. Et la Boétie rappelle que le tyran est isolé et qu'il ne peut nouer aucune relation amicale. On a cette citation aussi que vous pouvez retenir, qui est très courte, qui repose sur une espèce de chiasme, avec d'abord le verbe à la voix active puis à la voix passive. Le tyran n'aime jamais, donc le tyran n'est pas capable d'aimer. Il peut peut-être le faire croire, mais il n'aime personne. Mais il n'est jamais aimé. D'accord ? Donc de la même façon, en fait, il n'y a pas d'amour véritable de la part des sujets du tyran. Ce qui veut dire que l'entourage du tyran est hypocrite et que toutes les relations sont basées autour de lui sur l'intérêt personnel. Il n'y a pas de réciprocité, justement. D'accord ? Il n'y a pas de confiance. Or, la réciprocité et la confiance et l'idée d'une forme d'égalité et non pas de hiérarchie est essentielle dans l'amitié. Donc, ça veut dire que l'amitié ne peut pas exister pour le tyran. Et la Boétie rappelle que la plupart des anciens tyrans ont presque tous été tués par leurs favoris qui, ayant connu la nature de la tyrannie, étaient peu rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient continuellement de sa puissance. Donc finalement, très souvent, les tyrans ont été assassinés par leurs plus proches. Donc finalement, l'impossible amitié est ce qui conduit le tyran à sa perte, et l'amitié apparaît donc comme une menace, un possible outil de libération collective. Si les gens s'unissent entre eux dans une forme d'amitié au sens large, donc d'un partage de valeurs communes, de réciprocité, de solidarité, et font face au tyran, celui-ci va s'écrouler. Attention, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, la Boétie n'appelle pas au tyrannicide. Il ne veut pas que le peuple se mette à tuer le tyran. Je ne veux pas que vous heurtiez le tyran, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Donc avec cette fameuse comparaison, avec une espèce de colosse au pied d'argile, qui, si la base du peuple qui accepte de se soumettre arrête d'obéir, eh bien le tyran va s'écrouler. Du coup, la Boétie fait de l'amitié l'antithèse parfaite de la relation tyran-sujet. Le pouvoir du tyran est fragile puisqu'il ne repose que sur une seule chose, à savoir le consentement du peuple, et qu'il n'est donc même pas nécessaire de faire appel à la violence pour contrer le tyran. La Boétie encourage donc au refus de l'obéissance du plus grand nombre pour se libérer de la servitude. Et finalement, c'est au peuple. Les peuples peuvent être acteurs pour récupérer leur liberté et mettre fin à la tyrannie. Et donc, finalement, ce que cherche à susciter la Boétie avec son discours sur la servitude volontaire, c'est une véritable prise de conscience. Il faut que chaque être humain renoue avec la liberté naturelle, qui normalement est
sentiment est une chose qu'on recherche de manière innée, et donc on doit cesser d'obéir. Encore une fois, je vous répète cette fameuse citation, soyez donc résolu à ne plus servir et vous serez libre. Voilà, cette vidéo est un petit peu plus longue, mais je pense qu'elle est essentielle puisque je vous rappelle que le parcours associé à l'œuvre, au programme de la Boétie, c'est défendre et entretenir la liberté. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.